Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Bonjour Iman News. Bonjour Dani. Bon, tout va bien. Nous sommes le 13 mai. Le mois de mai file à grande vitesse puisque c'est un mois de fromage, comme on dit, c'est un gruyère avec beaucoup de jours fériés. On vient de passer 3 jours fériés. Deux, c'était deux. Seulement. Il y a encore 2 lundi prochain. Oui. Oui, c'est bien. Et encore le 27 mai. Voilà, tout à l'heure, dans un instant, on va recevoir un culturel très important, M. Michel Mado. Avec lui, on parlera bien évidemment de ce qui s'est passé, tous ces jours. D'abord, de faire en famille, parce qu'il est responsable aussi pour en famille. On parlera avec lui des restitutions, des créations hybrides, 2e édition. Michel Mado est déjà là. Sarah Assia, qui est notre nouvelle chroniqueuse, sera aussi avec nous dans un instant, dans sa chronique Mission Origine et Renaissance. Ensuite, Tiranti, c'est un artiste, sera avec nous. Et on va terminer avec Marilène Ferdi-Richaud, directrice opérationnelle du campus Luminance et le JCL. Sinon, l'actu, c'est Iman News. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler de la journée mondiale de la fibromyalgie. Donc, c'est une maladie qui est très peu évoquée. C'était l'occasion de pouvoir comprendre mieux cette maladie lors d'une journée qui a eu lieu ce samedi. On reviendra aussi sur le premier village de l'économie bleue, donc organisé sur la ville de Pointe-Noire, un village dédié au métier de la mer. Il sera aussi question de cirque, le cirque dans tous ses états, au Lamentin, qui a proposé donc différents événements autour du cirque, une façon de découvrir ce cirque contemporain ouvert à tous. Et il sera aussi question de Night in Museum, donc c'est un concept festif et musical qui s'est déroulé sur la commune de Saint-François. Voilà pour les titres de l'actualité. Et je signale aussi que notre focus aujourd'hui sera consacré à Joseph Ignace, une figure historique importante, puisque nous sommes au mois de mai. Tout à l'heure, on parle de fort en famille. Eh bien, si on parle de fort en famille, il faut parler de Ignace et de Delgrès. Michel Mado, bonjour, merci d'être avec nous. Nous n'entendons pas, vous partez là? Au travail. Bon, alors, comment ça s'est passé pour les créations hybrides? Wow, cette année, c'était compliqué. Pourquoi? Mais là, pas du côté artistique. C'était plus au côté administratif, la gestion, la régie, c'était compliqué. On a démarré en retard, ce qui a permis aux artistes, quelque part, pendant ces temps où ils n'ont pas pu commencer à créer avec les outils nécessaires, de concevoir leur spectacle. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Mais c'était compliqué. Là, c'était pour des écueils purement administratifs et logistiques. Mais bon gré mal gré, on a réussi à gérer pour le timing et les sites vont commencer à restituer à partir de mardi. Voilà, donc nous avons mardi au Fort Fleur d'Épée, mercredi à la Ramée, jeudi à Beauport et la restitution du Fort Delgrès va se faire, elle, le 27 mai, justement. Carrément. Ouais, carrément. Donc c'est bien, ça fournit justement le spectacle pour la cérémonie, pour la fête des festivités du 27 mai. Globalement, combien d'artistes étaient en résidence? Une quarantaine. Normalement, plus que l'année dernière ou moins? Non, moins que l'année dernière, parce qu'on avait un 5e site où on était à 50. Ah oui. Mais on reste sur une fourchette de 10 artistes par site, quoi. D'accord. 10 artistes par site. Là, nous avions 4, Beauport, La Ramée, Fort Delgrès, Fort Fleur d'Épée. Et artistiquement, c'est très riche, ça, Yoka fait là. Et c'est encore des opportunités pour des artistes du pays, pour qu'ils puissent joindre ensemble, travailler ensemble, des opportunités pour Tony, pourtant certains te connaissent, d'autres non. Et mélanger des styles, mélanger des disciplines, et c'est une très belle initiative. C'était très compliqué cette année, comme je l'ai dit, pour des raisons administratives et techniques, mais artistiquement, je sens et je sais par rapport à ce que j'ai vu qu'on aura de la qualité, quoi. Ah bon? Ouais, vraiment. Donc ça veut dire que, c'est la question que je me pose et que je pose au culturel, ça veut dire que la richesse culturelle guadeloupéenne est réelle? Elle est réelle et elle est en permanente effervescence. Nous avons la chance d'être des gens qui décidaient de faire des disciplines artistiques métiers à eux ici, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et pas spécialement dans la musique, ça peut être dans le théâtre, dans la danse, et dans la technique, le show, lumière, dans les arts graphiques même. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on accompagne vraiment ces artistes, et c'est comme ça qu'on crée une vraie filière, de les accompagner, donner l'opportunité de créer. C'est pas spécialement évident pour tout le monde parce que ce sont des orientations différentes, mais on essaie tant bien que mal de pouvoir offrir toutes ces chances à ces artistes, et c'est comme ça qu'on va développer des industries parallèles, et c'est comme ça qu'on parlera d'industrie créative et culturelle, qu'on sortira du concept pour vraiment toucher à la réalité, et tous les métiers satellites, et ça passe par l'enseignement.
Ça passe par la faculté aussi, et ça passe par les organismes et ou les structures qui permettent de jouer pleinement aussi, quoi. Alors, je ne peux pas ne pas revenir avec vous quand même sur... c'est pas un bug, en fait, ce qui s'est passé il y a peut-être 1 mois, 2 mois, où le gouvernement parlait de professionnaliser l'enseignement du Gurkha. Vous savez que l'ENA Blue, son enseignement va être officialisé jeudi prochain. Il y a une manifestation qui est prévue. Enfin, pour moi, il est déjà officiel, hein, par rapport à l'ENA Blue qui... Oui, mais là, il y a une validation officielle. Oui, parce qu'il est docteur, et ça très bien. Mais en fait, c'était un projet de loi qui concernait toutes les musiques traditionnelles et forcément les danses traditionnelles. Et les danses traditionnelles, voilà, les danses précisément. Et on faisait allusion aussi à la breakdance, à la culture hip-hop. Donc tout TK prend plomb dans ça, TP prend plomb, et même pour ce qui est des musiques la musique indienne, la danse indienne aussi. Donc, mais j'ai envie de dire que c'était une tempête dans un verre d'eau d'un point de vue personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'astuces, de biais par lesquels on peut dévier cette obligation de diplôme d'État. Le diplôme d'État, tel qu'il était proposé, en tous les cas tel qu'il pesait, c'était pour avoir l'appellation de professeur ou d'école. Si ce n'est que de la sémantique, eh bien, nous qui est professeur, nous qui crier mettre à manioc. Et puis on fait ce qu'on veut. Et surtout en Gurkha. Si c'est pour en question de l'école, ben, nous pas qu'à crier école, institut de danse, nous qu'à crier l'atelier. Qui a posé nos problèmes dans ça. Donc pour moi, l'opportunité était offerte de pouvoir se dire entre nous, mais réellement, quel apprentissage de la danse que l'on veut en Guadeloupe. Et quelle autonomie que l'on souhaite nous-mêmes. On ne peut pas être schizophrène, on ne peut pas vouloir nous-mêmes décider par nous-mêmes et en même temps vouloir se rattacher à un diplôme d'État français qui ne correspond pas réellement à nos apprentissages aussi parfois. Et ça, il faut oser se le dire. Tel qu'il est, la qualification n'est peut-être pas conforme à ce qu'on enseigne nous. Je pense que les meilleurs spécialistes pour la danse traditionnelle sont ceux qui ont exercé, qui ont fait, Léna, Mario Coco, les sœurs Taurin et bien d'autres, et Nianlo encore, hein, Jacqueline Toll aussi. Le respect du corps et de la gestuelle et de plein d'autres choses. D'après moi, c'est Mounassa qui laisse nos têtes à piller nous. Et créer un véritable collège de spécialistes et d'enseignants compétents et s'appuyer sur eux pour valider après, quoi. Enfin, moi, c'était la démarche du conseil départemental. Mais est-ce que le problème de la formation ne reste pas posé quand même? Parce que bon, pourquoi pas des gens qui gagnent un certain âge, mais c'est des gens qui ont fait petite. Je dis journée des gens qu'on Ovid Carindo, ou ni Omual Serem, ou ni Stella Moutou, ou ni un lot d'autres. Qui s'est petite à Jacqueline Toll, qui lui-même fait d'autres encore. Donc je veux dire, quelque part, il nous appartient, il y a une nouvelle génération de danseurs aussi, tout aussi compétents, il nous appartient maintenant de miser sur la qualification, mais pour moi c'est quelque chose qui doit être fait en parallèle, en ne perdant pas de vue, qu'on doit permettre à l'existant de fonctionner et de pouvoir nourrir encore, quoi. Oui, parce que c'est le problème qui se pose aussi, c'est le problème, est-ce qu'on peut en vivre? Parce que quelqu'un qui fait du Gurkha, qui a fait danser, qui a fait un petit l'école, des fois le mercredi ou le samedi. Non, des fois j'appelle, je vais prendre un exemple qui, j'espère qu'il ne choquera pas. Et il m'arrive très souvent d'appeler Stella Moutou pour des prestations où elle n'est pas disponible. C'est tellement épris. Ça fait plaisir. Sony Troupé, il m'arrive très souvent de ne pas pouvoir le booker sur certaines dates parce qu'il est soit il est ici, il est pris, ou sinon il est ailleurs. Donc ça veut dire que la professionnalisation est en train de progresser, c'est ça? Elle est en train de se faire. Il y a un travail qui se fait, il y a une conscientisation qui se fait, et puis même au niveau de l'artiste même aussi, qu'il ne reste pas enfermé sur lui, mais qui s'exporte. Et ça c'est très bien. Pour moi, ça commence à bouger, les lignes commencent à bouger. Et à travers les créations hybrides, c'est un peu le discours que je tiens aux artistes qui sont retenus sur les sites. En cas d'IO, ni 3 pans. Le premier là, c'est la création. Le deuxième, c'est l'expression scénique. Mais le troisième, c'est l'export. Nous pouvons baser les moyens de créer, de faire spectacle à autres. Mais à un moment donné, vine mener spectacle là-bas nous et demandez-nous accompagner les autres et à travers le réseau institutionnel, à travers le réseau scène nationale ou pourquoi pas, le réseau des collectivités, le conseil départemental de je ne sais trop quelle zone en France et voilà. Nous, on est amené à travailler comme ça. Il y avait l'Alliance française avant. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'à travers la DAC et bien d'autres, on peut trouver un système, même dans la Caraïbe, pour exporter nos talents sur des prestations qui peuvent être faites un peu partout dans la Caraïbe, quoi. Non, mais je dis ça parce que je vois un peu, il y a eu 2 exemples qui ont marqué au niveau musical. C'est Kassav et Zouk Machine, qui étaient vraiment de vrais professionnels. Je parle dans les années 80. Voilà, c'est un autre contexte aussi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la professionnalisation dans le domaine musical commence à s'affirmer? Elle s'affirme, en tous les cas, elle se peaufine, mais je pense que chaque contexte
est différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, là où on pouvait déplacer un groupe avec 20-30 personnes, aujourd'hui, c'est pas possible. Ah bon? Mais non. Aujourd'hui, aucun organisateur. Mais non, ça revient trop cher. Surtout pour faire quitter la Guadeloupe, partir, aller jouer ailleurs. 30 musiciens, 30 billets d'avion, la technique, la sono, enfin... Plus l'hôtel, etc. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc aujourd'hui, même les groupes, ils ont réduit leur effectif. Mais je pense qu'aujourd'hui, les temps ont changé. C'est-à-dire que le Gwoka, aujourd'hui, précisément, lui, il arrive à, et même le Zouk, arrive à aller des endroits où les gens ne sont pas créolophones, où les gens n'ont qu'une attache particulière avec la Guadeloupe et les Antilles. Eh bien, je parle de l'Asie, je parle du Japon, je parle de la Floride et bien d'autres. Ben, aujourd'hui, allons miser sur ça, allons exporter nos talents. Si la Guadeloupe arrive à faire des femmes et des hommes qui arrivent à jouer de la musique un peu partout dans le monde avec des artistes étrangers, ben, pourquoi pas valoriser et exporter ce qui est notre même, quoi. C'est ce que ce Nétroupé a fait. Une question peut-être de la chorégraphe du ZCL. La chorégraphe. Non, en fait, moi, je n'avais pas de questions particulières et je sais qu'il y a plusieurs sites et parce que je suis en fait les artistes qui sont sur les créations hybrides. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent, d'innovateur cette année sur Ce sont les artistes eux-mêmes. Les artistes eux-mêmes. Les artistes eux-mêmes. On a fait quelques paris fous cette fois-ci dans la sélection en mettant des artistes qui n'avaient jamais travaillé ensemble. C'était des combinaisons qui étaient peu probables. Et dans l'esprit de pouvoir caser tout le monde sur chaque site, au moins caser 10 artistes par site, on a fait des combinaisons qui fonctionnent très bien au Fort d'Elgrès avec Dampatia, avec Madame Dampatia, 3 de ses danseuses, avec aussi... Le monsieur devant l'évé dont j'oublie le nom. Antoinette? Non, pas Antoinette, le deuxième. Je sais. Enfin bon, ça viendra. Et elle a dit le monsieur devant l'évé, mais bon, il existe autrement. Mais en tous les cas, ils font un très beau travail sur Basse-Terre. Maintenant, sur la résidence de l'Aramé, c'est exceptionnel parce que j'ai senti une fibre artistique rare où ils ont, comme ils n'avaient pas tout le matériel les premiers jours, ils ont conçu leur spectacle de manière intellectuelle très poussée et après maintenant ils mettent dans la mise en pratique et j'ai trouvé ça formidable et je sens que l'Aramé par exemple, c'est la 3e édition mais ce sont 3 concepts différents avec des déambulations certes, mais certains ont prévu une expression là, d'autres ont prévu une expression là et je vois que les artistes eux-mêmes innovent, s'approprient le lieu et créent vraiment autre chose. C'est la même chose pour Beauport où ils s'approprient le lieu différemment. Fort d'Elgrès, pareil, où l'an dernier, ils avaient utilisé un peu les tunnels, le souterrain. Là, cette année, ils sont plus, sur la musique même, avec le mélange Mandeka et avec le groupe de Smiley et la photographe Caroline Tournebise qui appuie. Non, les artistes innovent par eux-mêmes et c'est la preuve qu'on a du potentiel, qu'on a du talent et qu'on a des idées en Guadeloupe, quoi. Alors, avant de parler de Fort en famille qui revient, 2 petits mots quand même. Alors, il y a Terre de Blues qui se fait bientôt. Oui, c'est ponctuel départemental et partenaire. Mais il y a eu un festival à Basse-Terre. Oui, festival du patrimoine et c'est un festival multidisciplinaire. Une très belle initiative de la ville de Basse-Terre où le conseil départemental était partenaire avec, c'est-à-dire dans le cadre du contrat pays, on a financé ce festival avec eux. Et je tiens à féliciter la municipalité de Basse-Terre. C'est la première fois en tous les cas où j'ai vu qu'on est passé du dire au faire sans aucune espèce d'hésitation et clac, les choses s'emboîtent. Entre le mois de juillet où on s'est dit voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on nous présente et entre le mois de mai où nous avons déjà pu réussir ce festival, je dis comme quoi quand il y a une volonté que les hommes sont de bonne facture, ça fonctionne quoi. Et une vraie mutualisation, un vrai partenariat entre la ville de Basse-Terre et nous-mêmes et nous le département et c'était très bien. On a pu mettre à disposition les sites patrimoniaux, on a mis à disposition le musée Edgar Clair pour ce qui est de l'aspect archéologique et un appui logistique pour les différents spectacles. C'était vraiment quelque chose de formidable avec la conférence de M. Bélénus aussi. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel, quoi. Donc, c'est un festival sous forme de biennale et qui va se développer. Moi, franchement, pour une première édition, quand je vois la réussite du festival, je suis très, très confiant pour la suite, quoi. Donc, on peut dire Basse-Terre. Pardon? Aïe. Non, on dit au sein du exceptionnellement, on fait Basse-Terre est la capitale à la Kilti pendant 3 jours. On dit exceptionnellement, on fait Ok, bon, dis-moi si Fort en famille avant, bâti quand même. Oui, alors Fort en famille, c'est vrai qu'on a rompu avec le format traditionnel où il y avait le gros spectacle sur les forts et on a voulu un peu éclater et
raviver, faire plus d'événements et voilà, mais on s'arrangera en tous les cas pour que l'année prochaine, qu'il y ait un plus gros spectacle de grosse facture fait par des artistes guadeloupéens, même ce serait une vraie commande pour l'année prochaine. Et cette année, Fort en famille, il s'enrichit des résidences de création, il s'enrichit de l'action du Musart aussi avec la carte blanche à Dominique Desplan, il s'enrichit des actions de la MECA, des archives départementales aussi, qui vont faire un véritable travail sur la généalogie aussi. Donc, tous les services sont mis à contribution pour renforcer ce mois de mai. Et en fait, c'est pendant tout le mois de mai là qu'elle nous Fort en famille et pas spécialement un événement dans l'effort, quoi. Une spectacle, oui, une spectacle aussi. Oui. Justement, une restitution à création hybride. Il y aura aussi un spectacle dans la cérémonie protocolaire dans l'après-midi où nous aurons des textes d'Albert Béville, des textes de Sonny Rupert et de Guy Tyrolien qui seront lus aussi et mis en musique et lus et de manière dansée aussi. Nous aurons une projection de cinéma le soir, même une projection en plein air aussi. On va éclater aussi sur le fort Fleur d'Épée avec un spectacle de Mario Coco et son école de danse et aussi la restitution de la résidence de Gérard Delvert aussi au fort Fleur d'Épée et sans compter les différentes actions que l'on aura avec les autres municipalités que l'on aidera sur le 27 mai. Parce qu'il y a une animation tout côté en Guadeloupe et l'objectif c'est d'être le plus présent sans qu'une ville en pâtisse de l'action de l'autre, quoi. Alors, Fort en famille, c'est Gaïa. Oui, toujours, du bout. Mais Fort en famille, il n'y a pas un slogan, son mentalité aussi. C'est-à-dire qu'elles sont l'esprit et nous avons invité les familles à venir ensemble, garder un spectacle, écouter en conférence, parce que nous avons parole notamment le 23 mai. Assis l'enseignement de la traite négrière et de la mise en esclavage en Guadeloupe aussi. Et ça, c'est très important, parce qu'au-delà de toute souplesse qu'on puisse avoir, en attendant la fameuse loi d'orientation qui fait que pour l'éducation, on pourra gérer certaines choses nous-mêmes, il est important d'enseigner la chose d'esclavage, de faire savoir à travers les outils qui sont les nôtres, comment ça s'est passé et ne pas avoir qu'un seul discours qui est celui des gens de l'autre côté, quoi. Alors, deux petits mots pour rappeler les résidents, enfin les restitutions. Alors, demain, mardi, nous serons au Fort Fleur d'Épée. Oui. La restitution de Fort Fleur d'Épée à 19h. Mercredi, 19h aussi à la Ramée. Oui. Et jeudi, 19h à Beauport. À Beauport. Voilà. Pas de théologie cette année. Oui, mais en même temps, on fait la navette et fait un pâtis Marie-Galante pour la soirée d'inauguration le jeudi 16. Qui ont fait qu'on en est passé. Condition on va poser des questions, obligé. Bien. Le 27 mai, restitution à Delgrès qui est faite le 27 mai aussi, quoi. Ok, on a pris un mot, puisque nous parlons de Fort en famille, nous on va faire tout de suite l'hommage à Joseph Ignace. Joseph Ignace est un afro-descendant abolitionniste guadeloupéen. Est-ce qu'on peut dire un mot, Danick? Est-ce qu'on peut dire un mot? Parce qu'on rappelle Joseph Ignace. C'est important parce qu'en tout cas, envie qu'il y ait plus de monde Guadeloupe et plus de famille Guadeloupe, mettre devant, Ban Ignace, Massoto aussi, et les autres actions qui faites pendant période là. Ça, c'est vrai que nous avons un héros qui s'est Delgrès, ça très bien, on ne doit pas casser nos légendes. Mais il y a eu toute une série d'hommes et de femmes qui se sont investis à côté aussi, et c'est bien de le dire, quoi. Ça, c'est très important ce que tu dis, effectivement. Alors, je disais donc, Joseph Ignace est un afro-descendant guadeloupéen, charpentier, profession, réduit à l'esclavage, né entre 1769 et 1772. On ne sait pas encore, mais bon, à l'époque, les registres d'état civil n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui, ils n'étaient pas numérisés. D'abord, il participe au soulèvement de Pointe-à-Pitre en 1792, en octobre 1792. Il manifeste sa révolte en dirigeant un groupe de nègres marrons pour continuer la lutte. En 1794, Victor Hugo proclame en Guadeloupe la première abolition. Ignace s'engage dans l'armée républicaine française. Il est nommé commandant du fort de la Victoire, qui se trouve à la place, là on appelait la place de la Victoire, parce qu'il y avait un fort à l'époque là, situé à Pointe-à-Pitre. Il se joint à Louis Delgrès, le chef des révoltés, organise la résistance, s'oppose au rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon Bonaparte. Il participe à tous les combats pour l'autonomie de la Guadeloupe. Alors on dit même qu'il était indépendantiste par rapport à Delgrès, qui était autonomiste. Mais ça reste à vérifier en commandé, et du renvoi des représentants de l'autorité française. Le 6 mai 1802, le général Rispens et ses soldats débarquent à Pointe-à-Pitre pour le rétablissement de l'esclavage. Le capitaine Ignace s'y oppose fermement. Il refuse l'entrée du fort de la Victoire, s'enfuit avec ses combattants pour rejoindre Louis Delgrès à Basse-Terre. Après 12 jours de combat acharné, à coup de munitions, il décide d'évacuer le fort Saint-Charles, qui est aujourd'hui le fort Delgrès d'ailleurs.
et Delgrès se réfugie au Matouba. Ignace et sa troupe se replient à Bainbridge. Ignace et ses hommes sont encerclés par les troupes napoléoniennes françaises, commandées par le chef de brigade Magloire Pélage et par Richepens. Ignace est un symbole pour sa participation à l'arrestation de Jean-Baptiste Lacoste en 1801. C'était en octobre 1801 et sa résistance en 1802. Il est mort héroïquement le 25 mai 1802 et Delgrès avait lancé le Vivre libre ou mourir. Effectivement, il faut que les jeunes Guadeloupéens connaissent partie à l'histoire là ça. C'est fondamental. C'est pourquoi nous faisons un petit focus là et nous pouvons parler de Solitude de Rosemary Toto l'année prochaine fois. Voilà, il est déjà 2h54, on a le temps de développer au moins un sujet. Oui, on va parler de fibromyalgie. Donc, une journée mondiale a été organisée sur la Guadeloupe. La fibromyalgie, c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes, notamment plus les femmes, 80% de femmes, et se caractérise par des douleurs diffuses et chroniques, à la fois musculaires ou articulaires. Et une journée a été organisée pour permettre de mieux comprendre cette maladie avec l'association Fibromyalgie Guadeloupe et Handicap Invisible. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Aujourd'hui, c'est la première journée mondiale de la fibromyalgie. Normalement, c'est le 12. Pour des raisons logistiques, on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre en avant tout ce qui est médecine ou méthode alternative pour pouvoir soigner les douleurs chroniques, dont la fibromyalgie, par divers ateliers. La fibromyalgie, c'est un trouble neurologique, si on peut dire. Tous les récepteurs neurologiques de douleur sont faussés, émetteurs-récepteurs, c'est-à-dire qu'on va ressentir les douleurs plus fort. Fibro, les fibres, les tendons. Myo, les muscles. Algie, la douleur. C'est une maladie qui conjugue plus de 100 douleurs, que ce soit tendiniteux, fibreux, ligamentaires, osseux, plus tous les troubles cognitifs qui sont énormes. J'ai eu une grosse crise au moment où j'ai été diagnostiquée et du coup mes muscles en fait s'atrophiaient. Et du coup je ne pouvais plus faire d'activité physique trop forte pour mon corps. Du coup, comme j'étais une sportive qui faisait du handball, du tennis, de la natation, j'ai dû trouver quelque chose pour continuer à être en forme mais sans blesser mon corps. Du coup, j'ai trouvé le yoga qui du coup permet de tirer les muscles et de détendre aussi le corps, l'âme, l'esprit. Donc le tout, c'est vraiment ce dont on a besoin dans la fibromyalgie. C'est vraiment pouvoir trouver ce qui nous permet d'étirer nos muscles sans pour autant nous blesser, continuer à faire une activité quotidiennement et à nous dépasser. Donc mentalement, c'est quelque chose qui nous apporte énormément. Le Breathwork, c'est une technique de respiration. En français, c'est travail de la respiration. On va pendant plusieurs minutes faire une respiration consciente et continue. Et c'est une technique qui permet en fait de libérer les émotions stagnantes, de faire circuler l'énergie. C'est très indiqué par exemple pour les douleurs chroniques puisqu'on peut, en respirant de cette façon, le pH du sang devient moins alcalin, donc c'est aussi anti-inflammatoire. On compte 10 000 personnes atteintes de fibromyalgie en Guadeloupe, 80% de femmes, 20% d'hommes, bien que je pense qu'on aura des surprises par rapport aux hommes. Parce que c'est une maladie qui les gens se terrent. Donc quand les gens vont commencer à sortir de l'ombre, on aura des surprises par rapport aux chiffres. Le but de l'association, faire sortir les gens de l'ombre, c'est-à-dire que beaucoup de personnes face à l'incompréhension, c'est une maladie reconnue depuis 2019 à l'OMS, mais encore trop de fibrosceptiques. 80%, voire 90% des médecins sont fibrosceptiques. Un peu comme pour l'endométriose, où on disait que c'était normal d'avoir mal. Donc là, vraiment, on est au début. L'objectif, c'est faire sortir les personnes de l'ombre, faire connaître cette pathologie au grand public, également faire une sensibilisation aux handicaps invisibles qui représentent 80%. Pour cela, on a un nouveau pictogramme qu'on essaye de faire valider au Sénat. C'est une personne en métropole qui l'a créé et on se bat pour qu'il soit validé au Sénat. Voilà, il est exactement 12h58. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre chroniqueuse Sarah Assia, nouvelle chroniqueuse du ZCL. Avec elle, on parlera d'un peu de sophrologie, mais sous une forme un petit peu particulière. C'est à suivre tout à l'heure. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL News. Dans un instant, nous allons accueillir pour sa première chronique Assia. Sarah, bonjour. Bonjour. Et un peu plus tard, Tiranti. Bonjour, artiste, argout, transformateur. Il va nous expliquer un peu tout ce qu'il fait. Il apporte une petite boîte là qui est pas mal. Néga à tout prix. Expliquez-nous ça. C'est le nom de la marque. Le nom de la marque. Tyran, c'est mon nom d'artiste. Oui. Tyran Néga à tout prix pour que les gens fassent complet quelque chose d'investissement. Et là, je suis venu présenter l'album qui est sorti le dernier des Nègres.
On va en parler dans un instant. On revient à l'actu avec Iman. Oui, on va parler du premier village de l'économie bleue qui s'est déroulé sur la ville de Pointe-Noire. Une manifestation destinée à mettre en valeur les métiers de la mer et valoriser la richesse naturelle que nous avons en Guadeloupe. Et Vianney Valverde était avec eux. On va voir ce reportage ensemble. C'est le premier village de l'économie bleue où on sensibilise la population sur cette nécessité qu'il puisse y avoir donc des activités sur les plages, le nautisme et en même temps faire le lien avec la nature, l'environnement, puisqu'on se détermine comme un territoire de haute qualité environnementale. Pointe-Noire a été par le passé une place forte de la voile traditionnelle, puisque les Pointe-Noiriens commerçaient avec Basse-Terre et allaient livrer des denrées alimentaires, des matériaux du genre bois, où les gens commandaient leur maison, leur jeu de bois, comme on disait à l'époque, pour construire leur maison, les meubles et tout. Et puis, bon, avec le modernisme, ça a perdu un peu de sa superbe, mais en tout cas, la voile traditionnelle qui reprend des couleurs depuis quelques années, c'est une excellente initiative pour pouvoir créer de l'attractivité sur le territoire, attirer du monde vers Pointe-Noire. On a vu des véhicules garés sur tout le long de la nationale, chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Et nous pensons que ça va booster un petit peu l'économie pointe-noirienne, notamment au niveau du tourisme, au niveau de la restauration. Et puis, pourquoi pas, d'ici quelque temps, un bateau avec les couleurs de Pointe-Noire, puisque nous voyons que pratiquement tous les bateaux qui sont ici présents représentent une collectivité ou encore une entreprise locale. Une belle initiative dans ce qu'on appelle le redéploiement un petit peu de la Guadeloupe, puisque tout ne se passe pas entre Pointe-à-Pitre, Abim et Bémao, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On peut aller jusqu'à Basse-Terre. On peut aller jusqu'à Basse-Terre. Bon, alors, on reçoit donc Julidia Siasiara, elle est sophrologue, et elle va, à partir d'aujourd'hui, nous faire part un petit peu de toute sa technique, de tout ce qu'elle sait. Alors, 2 petits mots rapidement sur la sophrologie pour les gens qui ne savent pas. Alors la sophrologie, c'est une approche qui permet aux gens de se reconnecter à eux, de retrouver un alignement intérieur, une sérénité d'esprit et une paix intérieure. Oui. Voilà. Et concrètement, ça se fait comment? Sous forme de séminaire, de rencontres individuelles, en cabinet? Comment ça se Alors, passe? ça peut se faire en individuel, quand, par exemple, il y a une problématique bien ciblée, qui peut être de l'addiction, qui peut être des phobies, qui peut être de l'anxiété, du stress chronique. Donc là, on va travailler en individuel de manière à pouvoir avoir un suivi personnalisé et sur mesure. Ensuite, ça peut se travailler en collectivité quand on a une cible collective et que nous voulons retrouver que nous souhaitons mettre en avant la sérénité, la paix, relâcher l'anxiété, relâcher le stress, voilà. Ça, très souvent, c'est ce qui se fait en priorité en collectivité, c'est pouvoir retrouver cette sérénité d'esprit. Non, il y a depuis pratiquement 2 semaines et demie, 3 semaines même, un couvre-feu sur Pointe-à-Pitre, parce qu'on dit que la municipalité a décidé que constater que les jeunes ados étaient un petit peu plus excités que par ailleurs. Alors, comment on peut traiter ça de ce point de vue, du point de vue de la sophro? Alors, à travers la sophrologie, et je dirais même ici la mission Régénérescence, avec le projet Jeunesse Nouvelle Terre, nous mettons en place des exercices de mise en situation pour les jeunes qui leur permet d'explorer leurs émotions, qui leur permet de réellement se sensibiliser, pouvoir les exprimer et les libérer. C'est une expérience qui est très transformationnelle et surtout des exercices très puissants. Donc ici, effectivement, nous avons affaire au couvre-feu qui est une des mesures. Bien entendu, il faut mettre ces mesures en place, il est inévitable. Maintenant, il y a une parallèle à voir et à mettre en avant. Il s'agit de l'état d'être du jeune. Oui, parce qu'il y a des troubles de comportement. Voilà, tout à fait. Et ces troubles du comportement sont bien souvent dus à un excès de colère, à des excès d'émotions qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas manipuler. Nous n'avons pas appris à exprimer nos émotions. Nous n'avons même pas appris à y faire face. Donc, ici, nous sommes face à des jeunes en colère et à des excès de violence. La problématique, c'est où va-t-on avec ces excès de violence? Est-ce que le couvre-feu va pouvoir nous amener à une réponse favorable sur du plus ou moins court terme? Bonne question. Alors, autre question quand même, puisque vous avez parlé de Jeunesse Nouvelle Terre. Qu'est-ce que c'est exactement? Jeunesse Nouvelle Terre, c'est une opportunité pour les jeunes, à travers une communauté,
de faire face à leurs émotions et de les exprimer à travers des situations, à travers des exercices, des stages, des séminaires, de pouvoir libérer leurs émotions et du coup retrouver une sérénité. Alors, comment ces exercices collectifs peuvent-ils aider à créer une solidarité entre ces jeunes? Alors en fait, ici, il y a tout un processus qui est mis en place. Nous avons d'abord eu un groupe de jeunes qui sont intervenus, qui ont été mis en situation, où il y a eu l'opportunité de pouvoir exprimer leur colère, déjà leur faire comprendre de qu'est-ce que la colère, à quel moment elle arrive, les sensibiliser, les mettre en situation avec des exercices puissants. Et ces jeunes-là ont reçu une transformation tellement profonde qu'ensuite, ils ont eu l'opportunité de devenir ce qu'on appelle des staffs. Et aujourd'hui, ces jeunes aident d'autres jeunes à rentrer dans cette communauté, à faire face à leurs émotions, notamment à cette colère, à cette violence non exprimée, bien souvent. Et ça signifie donc que la sophrologie peut être bénéfique pour ces jeunes? La sophrologie va être effectivement un des outils que j'utilise durant Jeunesse Nouvelle Terre avec ces jeunes. Ça va leur permettre de retrouver cette sérénité qu'ils ont perdue depuis bien trop longtemps. Déjà, à la base, ils se retrouvent dans une crise identitaire. Ils ont un pied dans l'enfance, un pied dans l'adulte. Il y a une pression là qui est déjà déposée de base. La sophrologie va leur permettre de faire face à ces émotions. Alors, il y a quand même deux notions qui sont importantes chez les jeunes, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Effectivement. Grâce à la communauté Jeunesse Nouvelle Terre, le jeune se retrouve en confiance parce qu'il se retrouve avec d'autres jeunes qui ont eu eux-mêmes un passif, qui ont eux-mêmes une parentalité qui peut être difficile, qui ont vécu des choses difficiles et qui les ont traversées. Donc ces autres jeunes vont se retrouver dans une communauté de bienveillance, une communauté où il y a non-jugement, et du coup ça va leur permettre d'être et de relâcher leurs émotions, et du coup de retrouver confiance en soi, estime de soi. Alors ça signifie que ces stages peuvent aider les jeunes à avoir un objectif de vie, à trouver même pratiquement un sens à leur existence? Tout à fait. Ici, ce qui se passe quand on a toutes ces émotions en ébullition dans notre corps, c'est qu'on n'a aucune clarté face à ce qui se passe dans notre vie. On est comme en mode survie, en fait. C'est de là où toutes ces émotions qui sont là en ébullition arrivent même à de la violence physique et à des choses extrêmes. Et l'opportunité de pouvoir relâcher ces émotions, ça va être une opportunité de retrouver de la clarté d'esprit. Et qui dit clarté, dit projet de vie. Oui, absolument. Et ces stages donc, aident à équilibrer un petit peu, trouver la balance entre les deux. Exactement. Entre la joie et la peine. Entre la joie et la peine, exactement. Oui. Alors, très souvent, quand on est comme ça déconnecté de notre joie intérieure, on se retrouve dans une balance qui est complètement déséquilibrée. On se retrouve dans des émotions telles que de la peine, telles que de la colère, telles que de la haine. Et c'est de là où, en fait, on n'a plus l'intérêt de cette existence. Oui. Et c'est là où le jeune se retrouve en errance. Il n'y a pas de bon ou de mauvais jeunes, finalement. Il y a des jeunes en errance. Il y a des jeunes qui savent s'adapter à ça. Et Jeunesse Nouvelle Terre peut vraiment aider ces jeunes à retrouver leur place dans la société, à avoir une place de lead. C'est ça, exactement. À travers Jeunesse Nouvelle Terre, ça va leur permettre de retrouver leur lead et d'être protagonistes de leur vie. De leur destin même. Pardon ? De leur destin aussi. Et de leur destin, exactement. Bien souvent, nous sommes face à des jeunes qui n'ont plus envie de vivre parce que il y a beaucoup de choses négatives qui prennent le dessus face aux autres choses qui apportent de la joie et donc ils sont complètement déconnectés. Quand on arrive à y remettre cette balance en équilibre, ils arrivent à avoir cette joie, cette clarté d'esprit, cette confiance en eux-mêmes, cette estime en eux-mêmes. Et du coup, à se retrouver face à une question, qu'est-ce que j'ai envie d'être ? C'est même pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et c'est un peu le but de ces stages. Exactement. Oui. Retrouver son essence. Alors, juste une dernière question. Comment s'organisent ces stages d'une manière générale ?
Alors, ces stages, il y a donc des journées. Nous organisons des journées où le jeune est mis en situation à travers des exercices très puissants pour pouvoir libérer ses émotions, à travers aussi des exercices ludiques en communauté. Donc, je suis en partenariat avec d'autres domaines de santé, des coachs sportifs, d'autres thérapeutes. Des coachs aussi. Et donc, il y a donc la journée qui est possible. Il y a aussi des stages en immersion. Nous faisons des bains de forêt, des reconnexions à la nature et des opportunités à pouvoir déposer les écrans. On en parlera dans un autre sujet. Mais déposer tout ça là. Oui. Et le contact est pris. Mais merci Assia, Sarah, pour cette première chronique. Et puis, on se retrouve dans quelques temps. Je sais qu'il y a beaucoup de lundis qui vont disparaître à cause de la période. On vient d'en perdre un. On a trouvé celui-là et lundi prochain, c'est la Pentecôte. Donc, on se retrouve après. Au mois de juin, le premier lundi du mois de juin, à 13h. Merci, Assia Salam. Alors, on va parler avec un jeune, justement, qui est là. C'est un auteur-compositeur, Tirante. Alors, il y a deux choses. Il y a un CD, une musique qui est sortie. Oui. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont faites autour. Nègre à tout prix, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est Tyran. Tu peux dire le T, j'aime bien. Tyranté? C'est bon, ouais. C'est bon. Alors, pourquoi un nom comme ça? Parce que voilà, c'est un nom qui interpelle. Il y avait Jean-Michel Sadiq et là, maintenant, il y a Tyran. Alors, Tyran, pourquoi Tyran? Deux sens. La première orthographe, c'est T-Y-R-A-N. Le tyran qu'on connaît tous, dont on parle aux infos. Oui. Et certaines personnes ont estimé qu'ils devaient m'appeler comme ça, en me disant que je suis radical, que je suis dur. Donc tu es un tyran. Attends, calme-toi, t'es énervé. Donc justement, j'ai préféré prendre ça pour en faire quelque chose de correct. C'est-à-dire que ne pas me laisser influencer par ce que les gens en pensent, mais être un tyran pour moi, c'est quelqu'un qui, avec ma définition, donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui met une forme d'ordre dans son existence, qui s'inflige une discipline et qui la suit. Sauf que effectivement, dans un monde où tout est désordre, avoir une discipline, bon ben tu emmerdes, t'es à l'heure, tu fais chier. Bon, mais c'est déjà arrivé, ouais mais l'heure c'était ça. Hein. Oui. Donc ouais, tu es dur, tu es un tyran. Ensuite, il y a l'apostrophe T, pour faire référence à ce qu'on a chez nous, les bœufs tyrans, l'activité des bœufs tyrans. Et donc par rapport à ça, avec ma couleur, le noir, avec mon créole, mon histoire personnelle et celle avec le grand H, ben, mettre tout ça dans la charrette, monter le monde en n'acceptant pas que ce soit l'autre qui me dise ce que j'ai à faire, qui me donne des coups de fouet, mais moi, tu vois, d'où la discipline, d'où le côté dur. Effectivement, quand on est dur avec soi, de la même manière que je m'aime, c'est de la même manière que je vais aimer attendre la même chose des autres. Sauf que justement, en voyant autour de moi certaines de personnes qui n'arrivent pas à suivre, je suis obligé de recadrer, de revoir ma façon d'être avec moi-même, mais ça reste toujours celui qui a un objectif. Donc, tyran. Tu as entendu tout à l'heure ce que disait à propos des jeunes, Assia? Oui. Exactement. Je rejoins un peu sa vision des choses sur l'errance, sauf qu'elle a une approche qui est la sienne, mais on ne va pas scier la branche sur laquelle on est tous les deux en train de travailler. Mais son approche, elle est originale et il y a très certainement, et bien sûr, puisqu'elle en a parlé, une nécessité, puisque la situation en Guadeloupe est devenue particulièrement catastrophique, au point où, justement, dernièrement, je donne rendez-vous à une collaboratrice sur Pointe-à-Pitre, elle me dit qu'elle ne veut pas venir. Pourquoi? Elle a peur. La peur de venir en Oui, les gens ont peur de rentrer dans... Ah ouais, c'est chaud, mais c'est pas la première fois que les gens... Moi, je suis sur Pointe-à-Pitre. Oui. Le truc, c'est que, un exemple, lorsque tu vas aux toilettes, les 5 premières minutes, tu te dis, mais les minutes d'après, tu es avec ton téléphone, tu es avec ton journal, tu prends plus l'odeur. Donc, pareillement, quand on vit dans la merde, au bout d'un moment, on s'y habitue. Oui. Mais lorsque les gens ne sont pas là, qui vivent à la campagne ou des endroits où c'est tranquille, ben, qu'ils entendent, puisque le média se fait le relais bien souvent et trop souvent de choses néfastes, ben, en plus, à l'appui, ils me disent, ouais, mais j'ai vu des vidéos, Pointe-à-Pitre, c'est... Même dernièrement, je dis à quelqu'un, tiens, j'ai vu tel truc pour toi, ce serait bien que tu ailles dans tel magasin. Je ne rentre pas là. Ouais. Les gens ne rentrent pas dans Pointe-à-Pitre, les gens ont peur. Alors, le dernier des nègres. C'est ça, donc c'est le titre du projet. Donc voilà, j'ai fait sous forme de coffret. Pourquoi? Puisque voilà, tu as un coffret, donc c'est pas un CD,
C'est bel et bien une clé USB. C'est une clé USB, on Voilà. va la montrer comme ça. Donc là, tu as la carte, tu as une carte. Mais la clé USB, elle est sous forme de coutelas. Ouais. Coutelas, puisque c'est quelque chose dont on... Voilà, fait partie c'est de le notre coutelas. culture. Voilà, exactement. Ça, C'est très original, ça. Hein? Tu peux enlever Ouais. du fou. Voilà. Exactement. Ouais. Un coutelas musical. Un coutelas musical. Quoi couper musique là? Exactement. Non, pas la musique. La musique, c'est elle qui coupe. Elle est acérée, le truc est travaillé avec C'est bien fait. Hein? Je t'en prie, merci beaucoup. Non, non, c'est vrai, c'est bien fait, c'est original, c'est un petit coffret particulier avec possibilité de dédicace. Alors, la musique même, c'est quoi exactement? Alors, j'aime pas me mettre dans des cases. Je refuse ça. Par contre, on va retrouver tout ce qui est traditionnalité, puisque je vis avec mon temps et sur mon île. Oui. Donc, un clin d'œil à la Perfecta. Ah, quand même? Oui, Oui. Ah oui, ça se voit pas, mais oui, je Oui. suis jeune et vieux en même temps. Je Oui. suis middle child. Oui. Et donc, du boulaguel avec René Geoffroy, des choses comme ça, et aussi du rap, de la trap, de la drill, un peu de zouk, un peu de compas. Oui. Donc, c'est amené de manière très C'est intelligente. multigénérationnel. Exactement, pratiquement, c'est ça. multigénérationnel, multistyle. On va appeler ça éclectique. Oui. D'accord? Donc, même un peu de reggae, des choses c'est le thème Oui. qui est intéressant. La musique, c'est un vecteur qui permet justement, quel que soit le style, de faire passer des messages. Donc, par exemple, tu milites. Par exemple, si ou sont militants, oui, comme tout le monde, puisque quoi qu'on fasse, on milite. Il y en a qui militent pour la débauche, il y en a qui militent pour border à piller, il y en a qui militent pour des solutions sociales. Moi, je milite pour qu'on se retrouve autour de notre négritude, d'où le dernier des nègres. Donc, chaque fois que quelqu'un a son coffret avec son coutelas, je pense que mon public, il est particulier. Ce sont des gens qui sont très réfléchis, qui s'interrogent sur ce qui se passe en Guadeloupe, qui cherchent des solutions, qui très souvent vivent d'une façon qui justement permet de voir qu'ils ont compris ce que c'est et continuent de se poser des questions pour rester dans l'amélioration d'eux-mêmes. Donc, la musique. Tu as mis le doigt sur quelque chose de sympa là, c'est une feuille. Oui, Une oui, feuille faite justement. avec de la quinine de bananier. Ah, de la quinine de bananier. Oui, parce que je voulais le petit côté parchemin et travailler. J'aime beaucoup les artisans de chez moi, donc je les inclus dans mon coffret. Donc il y a une carte également d'une artisane dans le miel. Un scan. Voilà, un QR. donc elle est moderne aussi. Donc Ouais. j'ai bien aimé j'aime bien le style de la personne. Oui. J'aime bien son miel qu'elle me propose, du miel de Guadeloupe. Et comme moi, tous les matins, mon café, c'est du miel. Donc, je lui ai dit, vas-y, propose-moi quelque chose que je puisse te faire profiter de la distribution de mon coffret. Donc, elle m'a fait sa carte. Oui. Et donc, pour revenir sur la quinine de bananier, donc c'est un artisan également local, monsieur qui travaille sur Gourbert. J'ai pas son nom en tête, mais le projet, c'est LVDev. Et il propose des sacs. Il récupère tout ce qui est biomasse. Donc, principalement aujourd'hui, il s'est arrêté à la tige sur laquelle poussent les bananes. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc il broie, il fait une transformation et ensuite il en fait des papiers qui lui permettent de faire des sacs, des emballages, des choses très très intéressantes. Donc, j'ai travaillé avec lui une journée pour voir comment c'est. J'aime bien m'imprégner de ce que font les personnes avec qui je veux travailler pour bien savoir qu'est-ce que je fais, avec qui je suis. Et j'ai trouvé très intéressante la vibes, l'échange, et je l'ai inclus dans mon projet également. Alors, j'ai vu tout à l'heure dans l'image le bœuf tyran. Oui. Mais en haut, il y a le drapeau de la Guadeloupe. Exactement. Oui. Il y a le drapeau de la Guadeloupe qui est... donc voilà, je peux pas... Quand je suis arrivé en 2012, j'étais un des premiers à arriver comme ça avec ma casquette. On me demandait si je suis un indépendantiste. Il y en a qui confondaient avec le drapeau. C'était pas encore à la mode comme maintenant. Oui. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup vulgarisé. Mais il faut cette vulgarisation pour que on la retrouve sur les t-shirts, les porte-clés, les mugs partout sur le drapeau de l'émission ZDLC. Oui, bien Donc sûr. il faut cette vulgarisation de manière à ce que le plus de personnes du territoire guadeloupéen reconnaissent le combat qui a été mené par des personnes qui avaient une idée pour la Guadeloupe. Maintenant, est-ce que je partage cet avis sur l'indépendance, sur où est-ce que j'en suis, c'est un autre débat. Oui. Mais on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On a un drapeau. Pour Oui. moi, il faut se rassembler autour et faire le travail qu'il faut avec. Pas encore de clip. Non, alors je ne me précipite pas pour les clips. Pour le moment, c'est la musique. Oui. Et ça m'a pris du temps. Je J'imagine, savoure, je j'imagine. laisse redescendre Oui. et je sortirai mon clip. Et
tu me parles de clips. Les radios, lorsqu'ils me demandent un clip, ça me fait toujours rire. Oui. Parce que les gars, c'est pas la télé, c'est un média musical. Et non, je veux pas, je me précipite pas pour ça. Il y aura quand même bien sûr, il y a un visuel. Il y aura un showcase un jour quand même. Oui, ça c'est obligatoire pour que je rencontre mon public. Oui. Et très rapidement, donc je donne rendez-vous aux gens sur mes réseaux sociaux. Vous tapez Tyran Nègre à tout prix ou Nègre à tout prix pour la marque. Nègre à tout prix, c'est une marque. Propose des lunettes, propose des casquettes, propose des petites choses comme ça, toujours en édition limitée puisque c'est des produits rares, voilà, les produits collectors, des choses que je prends le temps de travailler pour que le message reste clair. Donc, retrouvez-moi sur les réseaux de manière à savoir quand est-ce que je vais proposer une rencontre, un rendez-vous autour de la négritude et du projet. Et puis merci d'être venu. C'est moi. On est au mois de mai, c'est le mois des héros de la Guadeloupe. Exactement, on travaille pour ça. Voilà, il est exactement 13h25. Merci encore Tyran. TYRN'. Oui. Et merci aussi à Sia qu'on va retrouver en juin. Et là, on prend la deuxième pause. C'est la dernière séquence du ZCL. Tout à l'heure, ce sera le JCL du ZCL. Faut le faire, hein, ça. C'est nulle part ailleurs. Voilà, tout de suite. What is that? Yes! En se tirant les gars tout prix. Dernier à l'élec. Ouvert. Passe. Diffé. Soleil chaud. L'homme est chaud. Musique en chaud. Kay en chaud. Et ça. Chaud. Voilà, il est exactement 13h32. Marilène est déjà là, bonjour. Bonjour Danick. Et c'est le JCL générique, c'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Et le lundi, c'est le jour de l'édito. Et le lundi, c'est le jour de l'édito. Alors, l'édito, on va se poser une question, Danick. C'est la communication, le secteur de la communication est-il un secteur bouché? Alors, j'ai beaucoup été interpellée sur ce secteur. Et donc, ce n'est pas aussi anodin que je parle du secteur de communication dans l'audiovisuel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, partout, sur toutes les campagnes d'orientation des salons, on déconseille, on dit aux jeunes, ce n'est pas la peine de s'orienter sur la communication, ça ne sert plus à rien, c'est bouché. Et pourtant, Danick, on n'a jamais autant communiqué que maintenant. Partout, la communication a explosé, les supports de communication, n'en parlons même pas. Et pourtant, je vous assure, vous pouvez taper sur Google, débouché communication, on va vous dire que c'est un secteur bouché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà, Danick, il faut retenir une année qui a été une année particulière. C'est cette époque du Covid-19 avec cette crise sanitaire. Et notamment avec ce qui s'est passé, alors où beaucoup d'entreprises de communication ont déposé la clé sur la porte. Alors, y compris aussi chez les indépendants, ça a été une catastrophe. Et pourtant, Danick, durant la même année, on a constaté, donc à la sortie du Covid, il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont été faites sur ces secteurs. On a constaté quoi? Que d'autres entreprises ont résisté, mais voire plus, ont gagné en part de marché et se sont positionnés là où d'autres sont partis. Pire encore, Danick, c'est qu'on a vu de plus en plus d'indépendants arriver sur le secteur
et bien sûr se positionner, puisque jusqu'à présent, ils y sont. Alors, comment expliquer ça, cette différence? Alors, Danick, ce qui a fait la différence, c'est 3 choses. Le numérique, ce sont des entreprises, dès le départ, ils avaient intégré le numérique. Alors, quand je parle de numérique, je vous vois venir, y compris l'intelligence artificielle, l'audiovisuel, Danick, et le dernier, qui ne va pas vous étonner, c'est les réseaux sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on décide de se lancer dans la communication, l'audiovisuel, c'est pas son truc. Alors les réseaux sociaux, même pas la peine. Alors quand on dit digital, on se sent largué, c'est pas la peine, il faut changer de métier. C'est devenu incontournable. À telle enseigne que de plus en plus d'écoles, de grandes écoles de communication, parlent à présent de communication audiovisuelle et numérique. D'accord? Après, une autre problématique qui se pose, c'est que c'est vrai, ce secteur aussi a attiré beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes parce que les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle ont été attirés par ce secteur. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est vrai qu'il y a un goulot d'étranglement pour ceux qui y sont. C'est qu'il faut qu'ils arrivent à se distinguer. Et ça, je m'adresse aux jeunes qui sont sur le marché. Vous devez avoir, quand vous êtes dans ce secteur de la communication, une valeur ajoutée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous devez, en plus de la communication, alors je ne parle même pas du fait que vous devez maîtriser la rédaction, parce que c'est un gros problème qu'on a, y compris dans les écoles, dans les instituts universitaires et technologiques, dans les lycées qui font les BTS. On voit que les jeunes pensent que communiquer, ça ne sert plus à rien d'écrire. Il faut être capable de rédiger. Ça, c'est important. Mais aussi, il faut avoir des compétences dans le graphisme, dans l'audiovisuel, maîtriser les réseaux sociaux. Après, il y a une autre chose aussi, et ça vient aussi au niveau de l'enseignement qui est fait à ces jeunes. On leur dit, bah, écoutez, tu peux te spécialiser qu'on appelle ça encore, en community manager, tu auras dans une entreprise, tu peux être community manager, tu peux être web marketing, tu peux être directeur de communication. Sauf que tous ces jeunes qui veulent travailler à la sortie de leur école ou à la sortie de leur BTS ou autre en Guadeloupe, alors la réflexion, elle doit être tout autre. On ne doit pas oublier qu'en Guadeloupe, on a ce qu'on appelle des TPE. Nos entreprises n'auront pas les moyens de payer 3-4 personnes. C'est pour ça que nous, au niveau du campus, ce que je conseille à ces jeunes, c'est de savoir se débrouiller au moins dans l'audiovisuel, être capable de cadrer, être capable de faire des montages vidéo dans l'audiovisuel, s'intéresser au graphisme. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est obligatoire, mais sans oublier le web marketing. Ça devient indispensable. Donc, l'audiovisuel, la communication a de beaux jours devant elle. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que tous les référentiels d'audiovisuel ont été modifiés pendant la période 2022-2023. Pourquoi, Danick? Pour laisser une place très importante à l'audiovisuel. C'est-à-dire, on est passé d'inexistant, et ça représente dans l'activité du référentiel à peu près 60% de l'activité du référentiel, ce qui n'est pas négligeable. Donc oui, la communication a de beaux jours devant elle, mais à condition qu'on a l'audiovisuel et le numérique. Donc bouché ou débouché finalement? Ça a de beaux jours. Ça offre des perspectives, mais dès lors qu'on se situe dans cette triptyque. Mercredi, on se retrouve pour? Alors, le mercredi 15, on se retrouve pour notre Actu Campus. Le vendredi 17, on se retrouve pour notre Zoom. Après l'édito, il faudra attendre le mois de juin. Voilà, merci Marie-Hélène. Il est déjà 13h38. On revient à l'actualité avec Emmanuel. Oui, on va revenir à l'actualité et parler de cirque, le cirque dans tous ses états. Et jusqu'au 15 mai, Métis Gwa organise plusieurs actions pour leur 7e édition publique, le cirque dans tous ses états. C'est l'occasion de découvrir un cirque contemporain ouvert à la rencontre et à la diversité culturelle. Et on va voir un reportage concernant une manifestation qui s'est déroulée sur la commune du Lamentin avec Vianney Valverde. Le cirque dans tous ses états, c'est la 7e édition. On est aujourd'hui au Lamentin. Le cirque dans tous ses états a commencé depuis le 3 mai et se terminera le 15 mai. Avec l'envie de faire découvrir au plus grand nombre les nouvelles écritures, ces écritures de cirque contemporain, de cirque nouveau, mais dans toute une diversité d'écritures. Donc aujourd'hui, on aura des artistes qui viennent bien sûr de Guadeloupe, on a des créations par exemple comme Conte et Cirque, mais ils viennent aussi du Mozambique, de France hexagonale, de Guyane jusqu'au Brésil. Lorsque Métis Gwa nous a fait cette proposition, nous avons donc accueilli cette idée avec beaucoup de joie, puisqu'il s'agit d'intéresser les enfants un petit peu à tout ce qui concerne le cirque.
L'enjeu, c'est déjà de faire venir des familles, de faire sortir un petit peu les enfants, j'ai envie de dire tout le monde, donc des écrans, puisque ça a pris une place importante dans nos vies. Et c'est vrai qu'on ne partage plus des moments précieux en famille. Donc déjà pour nous, tout l'intérêt, et je pense que vous le voyez derrière moi, les parents s'amusent, les pères, les mères, avec leurs enfants. Et ça, c'était déjà pour nous très important. Le cirque, ce n'est pas que pour les enfants. Bien évidemment, c'est une distraction. Et là, on assiste à des ateliers, donc tant mieux, c'est bien pour les enfants. Venez et participez. Mais par contre, non, j'ai envie de marteler haut et fort. Non, bien sûr, le cirque n'est pas que pour les enfants. Nous parlons de spectacles, nous parlons de nouvelles écritures, de cirque contemporain. Et voilà, c'est tout l'intérêt aussi en tant qu'adulte de venir découvrir ces écritures. La différence entre du cirque contemporain et peut-être du cirque traditionnel, c'est qu'au-delà de la prouesse physique, de pouvoir découvrir des artistes, des créations qui ont des dramaturgies, qui ont des histoires à raconter. Et ça, il y a des spectacles jeunes publics, puis il y a des spectacles aussi pour adultes. Donc voilà, c'est pour tout le monde, intergénérationnel, enfants, adultes, entre amis, comme vous voulez. Et donc ce cirque contemporain explore de nouveaux espaces. Jusqu'au 15 mai, vous pourrez voir différentes manifestations dans plusieurs communes. On va rester dans le domaine artistique et parler de Night in Museum. Donc c'est un concept qui s'est déroulé sur la commune de Saint-François pour la 32e édition, et c'était l'occasion de rendre hommage à Thierry Allais, donc avec une restitution de son travail qui dévoile justement une série intitulée Puzzle, un travail autour du masque social, de la destruction et de la restructuration de l'individu. On voit un reportage avec Olivier Moradel. Pourquoi une résidence? Parce que d'abord, c'est pas la première que je fais. Mais avec Thierry Allais, c'est une évidence, parce que Thierry Allais fait partie des plus grands plasticiens de Guadeloupe. Et voilà. Il y a eu des discussions, il y a eu une réflexion, il y a eu des échanges poussés, il y a eu... voilà, c'est le début, je pense et j'espère, et j'en suis sûr, d'une nouvelle et future collaboration. La résidence s'est faite à l'invitation de Vincent Nicodi. Je vais tout de suite dire oui, parce que c'était une opportunité de faire quelque chose de différent. Et aussi, il y a un voyage qui n'en est pas un. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis plutôt basé sur la région pointoise. Et de devoir venir tous les matins très tôt jusqu'à Saint-François, c'était très intéressant parce qu'en fait, on y va, on passe une heure ou quoi sur la route juste pour aller peindre et on y passe la journée. Donc c'était vraiment intéressant, un peu intense quand même, parce que c'est que 10 jours. Et donc je l'ai préparé un peu à l'avance, c'est-à-dire que je savais exactement où je voulais aller. J'avais préparé aussi des fonds, des choses comme ça. J'avais quand même pas mal préparé de choses pour pouvoir peindre ici. Ouais. Cette résidence a le particularisme d'avoir une démarche artistique particulièrement intéressante et poussée. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Il faut qu'il y ait une démarche. L'art doit avoir, une densité, doit avoir des choses à dire, et c'est vraiment le cas dans ce qui a été fait ici. Voilà, il va être 13h42, mais avant, on doit faire un dernier tour. À la Foire de Paris, donc, qui a fermé ses portes ce week-end. Oui. Et c'était l'occasion de voir avec M. Chalus donc, son avis sur le sujet avec Maurice Cessé. Tout un plaisir d'être ici aujourd'hui, avec une délégation d'élus de la Chambre aussi, des métiers, d'élus régionaux, Mme Borel, Mme Césarus, présidente du CTIG, et des collaborateurs, parce que la Chambre des métiers porte ce projet pour nous depuis des années. Cette année, ils ont fait très fort. Nous sommes montés à plus de 39 exposants et certains exposants se sont regroupés ensemble pour pouvoir présenter le produit d'autres entreprises de la Guadeloupe. Donc c'est pour nous une très belle réussite. En plus, un stand vraiment très bien équipé, bien installé. La population apprécie. Et nous avons effectivement à la fin de cette journée du dimanche signé une convention avec AGS. C'est la Chambre des métiers d'abord pour les entreprises
adhérentes de la Chambre, mais nous avons discuté pour permettre aussi à nos jeunes Guadeloupéens qui font des études au niveau de l'Hexagone, enfin, comment dire, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, Marseille, de pouvoir faire leur stage, soit en apprentissage, soit des stages de contrat de professionnalisation, en ressources humaines, en finance, en gestion, avec le groupe AGS, qui est un partenaire des Outre-mer. Et quand je parle des jeunes, nous avons signé pour les jeunes des Outre-mer. Je n'ai pas pensé Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et M. Vainqueur pareil. Donc voilà, c'est une vraie fierté. J'espère maintenant mettre en place un partenariat avec le groupe AGS et l'antenne de Paris, où nous avons un employé qui gère ces dossiers-là, pour mettre nos jeunes en relation avec le groupe AGS. Donc voilà, je pense que c'est une porte et c'est une première. Nous aurons encore d'autres signatures avec d'autres entreprises, parce que trop souvent, nos jeunes Guadeloupéens qui font des études ici galèrent pour trouver un stage de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Alors ce type de partenariat, ça peut être très important pour le développement économique. Il y a eu un partenariat d'ailleurs avec la compagnie Air Caraïbes récemment, un peu dans ce sens aussi. Oui, nous l'avons fait dernièrement, Air Caraïbes qui joue le jeu, notamment déjà, il le prouve lors des Jeux JO de Paris 2024. Nous devrions aussi contractualiser avec Corsair et d'autres compagnies, parce que nous avons des jeunes aussi sportifs qui sortent de la Guadeloupe, qui viennent représenter la Guadeloupe au niveau de Paris, enfin, sur l'Hexagone, et qui ont des difficultés à se déplacer. Et même aussi, nous avons décortiqué un peu les aides qui existent aujourd'hui par la DOM. Le directeur de la DOM est venu en Guadeloupe. Les choses ont vraiment évolué pour notre jeunesse. Donc c'est ce que nous voulons, toucher un peu à toutes les entreprises qui peuvent effectivement nous permettre à nos jeunes de pouvoir poursuivre leurs études. Voilà, eh bien, c'est fini pour l'information. On va revenir sur nos invités du jour. On en a eu beaucoup. On a commencé avec Michel Mado. Avec lui, on a parlé des créations hybrides qui commencent les restitutions à partir de demain, 19h, Folded Grace, Fort Fleur des Pays, après-demain, 19h. Et l'habitation d'Aramé, jeudi, mercredi, 19h. Et enfin, Beauport, Pays de la Canne, ce sera jeudi prochain. Sinon, on a aussi parlé de Fort en famille qui est un petit peu dans tous les forts qu'il y a en Guadeloupe, aussi bien le fort d'Elgrès que le fort Fleur d'Épée, la Méca, Beauport, Guadeloupe, qui ne sont pas des forts, l'habitation Murat. Il y aura plein de manifestations et des restitutions aussi des créations hybrides. C'était avec Michel Madou. Ensuite, on a reçu Sarah Assia pour sa première chronique en tant que sophrologue. Ensuite, Tirante, pas dire Tyrone, le dernier des nègres qui vient de sortir, donc son petit coffret avec, c'est assez particulier, un coutelas en forme, non, c'est sa musique est enregistrée sur un coutelas en forme d'ICB, et puis Le Chant des Nègres, c'est son premier album qu'on va pouvoir écouter. On vous fera part de tout ça, puisque probablement l'invitera quand il fera un clip. Il dit pas au café, mais qu'il fait quand même. Et puis on a terminé avec le logiciel de Marilène Ferdi-Richaud. Sinon, l'actualité, petit rappel avec Iman. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de la première journée mondiale de la fibromyalgie organisée par l'association Fibromyalgie Guadeloupe et Handicap Invisible. C'était l'occasion de pouvoir comprendre un peu plus cette maladie qui se caractérise par des douleurs diffuses chroniques. Il était aussi question du premier village de l'économie bleue, donc sur la commune de Pointe-Noire, un village dédié au métier de la mer et une façon de valoriser cette richesse naturelle. On a parlé cirque aussi sur la commune du Lamentin avec un événement qui permet de mieux comprendre, découvrir le cirque contemporain. Il était aussi question de Night in Museum, donc sur Saint-François, un concept festif musical et artistique autour de Thierry Allais. Et Paris avec la foire et M. Chalus. Et voilà donc ma clé USB du dernier des nègres, le Tirante, voilà, comme ça. On veut être clé là, et ça là, et on va mettre musique là, et ça c'est tout à fait particulier, et avec un petit coffret nègre à tout prix, NTAP, il va pas mauvais. Enfin bref, c'est à découvrir. Il a dit qu'il faut aller sur ses réseaux, savoir quand est-ce qu'il fera le premier showcase. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Jordan, avec en back-office bien sûr Satiam et Lydia.
et aussi Gladys, que je n'ai pas vu, mais elle doit être là aussi. Voilà, à demain à la même heure pour une nouvelle édition du ZCL. Et bien sûr, l'information, c'est toujours The Journaliste.